On va terminer avec le 5e et dernier dossier qui traite d'une odynophagie fébrile. Donc c'est Monsieur T, 60 ans, non-fumeur, qui a comme principaux antécédents une hypercholestérolémie traitée par Exocor, une gonarthrose sévère pour laquelle il prend du Voltaren, se présente à votre consultation pour une odynophagie apparue la veille. Donc elle s'accompagne d'un fébricule à 38,2, une otalgie bilatérale, la palpation cervicale est normale ainsi que l'autoscopie. L'examen oropharyngé est laissé à votre appréciation et vous avez donc cette image de bouche ouverte. Et on vous demande quel est votre diagnostic. Eh ben, c'est un typique aspect d'angine érythémato-pultacée. Hein. Donc l'angine, je vous rappelle, ça se voit sur les amygdales. 2 secondes d'anatomie, quand on fait ouvrir la bouche des gens, les amygdales, c'est sur les côtés. Le pilier antérieur, c'est devant, c'est ça. Le pilier postérieur, c'est derrière, c'est ça. Là, c'est la luette. Là, vous avez donc le voile du palais. Et la paroi oropharyngée postérieure qu'on devine derrière. Et donc, si la paroi oropharyngée postérieure est rouge, on s'en fout, c'est pas une angine. Pour qu'il y ait une maladie angine, il faut une inflammation des amygdales et donc de ces petits organes lymphoïdes qui sont là. Et donc, il y a 4 aspects principaux. Et ici, vous avez une angine érythémato-pultacée typique. Vous voyez les petits points blancs, pultacés. Voilà. Si les amygdales étaient juste rouges, ça serait une angine érythémateuse. Pourrait-il s'agir d'une angine pseudomembraneuse? Alors non, c'est vraiment pas un aspect d'angine pseudomembraneuse. Je vous invite fortement à taper ça sur Google pour regarder ce que c'est. Les pseudomembranes, c'est des membranes qui sont, même quand elles sont faciles à retirer, extensives. C'est pas des petits points, comme ça vous auriez un truc tout blanc comme ça qui recouvrerait au moins toute cette partie-là de l'amygdale. Quand en plus elle dépasse sur le voile ou sur la luette, on peut vraiment pas manquer le diagnostic. Les pseudomembranes, c'est beaucoup plus large que ça. Ça, c'est des petits points blancs. C'est une angine érythémato-pultacée. Deuxième question, comment est-ce que vous allez expliquer ici l'otalgie bilatérale? Bon, ça, c'est une question typique d'ORL. Il s'agit d'une otalgie réflexe de cause extra-auriculaire. Ça s'appelle aussi otalgie non autogène dans les livres. Et c'est dû à l'inflammation oropharyngée. Hein. C'est à cause de l'innervation commune entre la région de l'oreille et les voies aérodigestives supérieures qui vont être innervées un petit peu par le 5, un petit peu par la 7 et surtout par le 9 et le 10. Et toute cette innervation commune va faire des sensations un petit peu floues qui font que l'irritation des nerfs dans la zone extra-auriculaire peut donner une sensation de douleur auriculaire. Donc c'est valable dans le cas d'une inflammation des amygdales comme ici une angine, mais aussi dans le cas d'une tumeur des VADS. Il faut se méfier du patient de 55 ans qui boit, qui fume et qui vient vous voir pour une otalgie isolée. C'est très suspect d'une tumeur, il faut traquer la tumeur ORL dans ce contexte. Donc vous avez la chance d'avoir un test de diagnostic rapide et donc la question 3, c'est qu'il est positif. Et donc quels examens complémentaires est-ce que vous allez prescrire ? Alors là, c'est important de se rappeler que même si le test de diagnostic rapide est positif, on ne prescrit rien. Hein, c'est un diagnostic clinique pur et le test de diagnostic rapide va juste vous permettre de décider ou pas de mettre une antibiothérapie à ces patients. On enchaîne avec la 4e question. Donc, quelle est votre attitude thérapeutique dans ce cas-là? Donc, c'est un traitement qui va être ambulatoire, hein, c'est juste une angine. Là, vous êtes obligé de cibler le streptocoque étant donné que le test est positif et étant donné les complications potentielles du streptocoque qui sont pour la plus grave le rhumatisme articulaire aigu, mais aussi des complications cutanées comme l'érythème noueux, etc. Et les complications rénales. Donc vous allez prescrire une antibiothérapie active sur le streptocoque qui est quand même assez sensible la plupart du temps. Donc vous allez prescrire de l'oracyline, 1 million d'unités 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. Vous n'oubliez pas de prescrire des antalgiques antipyrétiques comme du paracétamol 60 mg 4 fois par jour, 60 mg kg par jour en 4 prises et vous faites une surveillance clinique. Vous pouvez aussi prescrire l'amoxicilline à 3 grammes par jour, mais l'oracyline, qui est le traitement de référence, reste le traitement recommandé pour l'instant. On enchaîne avec la question 5. Donc, quelques jours plus tard, M. T va revenir vous voir parce que son état ne s'est pas amélioré malgré une observance correcte du traitement. Il a toujours de la fièvre, il a de plus en plus mal, il a des pics fébriles à 39. Et depuis ce matin, il ne peut plus ouvrir la bouche.
Du fait qu'il ne puisse plus ouvrir la bouche, vous allez prescrire l'examen suivant et on va vous demander de le décrire. Donc vous l'avez ici. Hein. Donc il s'agit d'un scanner cervico-facial avec injection. Vous voyez que les vaisseaux sont injectés. Il s'agit d'une coupe horizontale. Vous pouvez préciser qu'elle passe par le maxillaire supérieur que vous voyez ici. Hein. Ça, c'est les deux branches horizontales de la mandibule. Et ça, c'est l'infrastructure, la gencive qui est sur le maxillaire supérieur. D'accord ? Et donc, comme anomalie, on voit qu'il y a ici une grosse masse hypodense qui est rétropharyngée. Hein, le pharynx, c'est l'air qui est ici, qui est bordé d'un petit halo hyperdense et qui va être donc en faveur d'un abcès qui ici est un phlegmon rétropharyngé ou abcès rétropharyngé, qui s'appelle comme ça juste parce qu'il est rétropharyngé, c'est-à-dire en arrière du pharynx. C'est aussi possible qu'il soit parapharyngé, c'est-à-dire latéralement, et un aspect de phlegmon périamygdalien sera un aspect plus en boule devant l'amygdale. Les amygdales, on devine qu'elles sont par là. Quelles sont les autres causes à évoquer devant un trismus ? C'est une question qui est vraiment très large, mais dans ce cas très précis, il faut chercher les autres complications infectieuses possibles de l'angine à streptocoque. Et donc, principalement, les autres localisations abcédées dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le phlegmon périamygdalien, l'abcès parapharyngé, c'est à peu près tout dans ce contexte. Après, il faut regarder s'il n'a pas eu d'autres choses, c'est-à-dire un traumatisme ou quelque chose évocateur d'une tumeur. Tout ce qui irrite les ptérygoïdiens, ça va fermer la bouche et ça va donc provoquer un trismus. Alors, question 6, quels vont être les principes de votre prise en charge devant cet aspect de phlegmon rétropharyngé ? Donc, vous allez être obligé d'hospitaliser le patient. Hein. Il y a plein de raisons pour l'hospitaliser, mais de toute façon, les gens qui ont un trismus, c'est pas possible de les laisser dans la nature parce qu'ils ne vont pas pouvoir prendre le traitement que vous allez leur prescrire par la bouche. Donc, à partir du moment où on est obligé de faire un traitement entéral, il va falloir hospitaliser les patients. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Hein. Si vous ne l'avez pas fait avant, vous arrêtez ici les AINS. En principe, on ne le fait pas avant dans la vraie vie parce que les gens qui ont une arthrose sévère et des pathologies inflammatoires rhumatologiques sévères et qui ont des AINS, on les décompense tellement quand on leur arrête qu'on n'arrête pas juste au stade angine les AINS. Bon. Maintenant, effectivement, il y a souvent un lien entre AINS et cellulite. Maintenant, sur la totalité des gens à qui on prescrit des AINS, il n'y en a quand même pas tant que ça qui font des cellulites. Donc, on ne va pas arrêter dès la question 1, ici, les AINS de ce monsieur. Bon, si vous avez un doute, vous l'arrêtez à toutes les questions, hein, typiquement. Mais ici, il faut absolument, par contre, l'arrêter une fois que la cellulite est installée, parce que ça va clairement empêcher de contrôler correctement la maladie. Donc on pose une voie veineuse périphérique, hein, le patient a un trismus. Il va falloir faire un drainage chirurgical de la collection qu'on a observée, après un bilan préopératoire minimal. Et ça va être sous anesthésie générale étant donné le trismus. Vous réalisez pendant le geste des prélèvements bactériologiques avant toute antibiothérapie de préférence, avec la demande d'un antibiogramme, puisque le patient est déjà sous uracile normalement depuis votre question précédente. Et vous allez prescrire une antibiothérapie probabiliste, parentérale et à spectre un peu plus large, type augmentin ou amoxicilline flagyl. Ensuite, vous n'oubliez pas les antalgiques, paracétamol, et vous faites une surveillance correcte de ce patient pour voir si le traitement est efficace et s'il est correctement toléré. La dernière question qui change un petit peu, alors que vous étiez en train d'expliquer votre prise en charge au patient, l'infirmière qui était en train de réaliser les prélèvements va se piquer avec une aiguille souillée. Donc elle se pique au moment où elle fait un prélèvement sanguin, donc avec une aiguille creuse qui sont supposées être plus à risque de transmission que les autres. Quelle conduite est-ce que vous allez recommander ? Bon, déjà, il faut arrêter le geste, hein, évidemment. Ensuite, il ne faut pas qu'elle fasse saigner, ce qui est un peu la tendance qu'on a tous à faire et ce qui traînait un petit peu dans les livres avant. Il faut désinfecter la plaie avec du daquin ou de l'alcool à 70 pendant minimum 3 minutes ou de la bétadine pendant 5 minutes. Ensuite, l'aspect médico-légal est très important. Il faut absolument faire la déclaration d'accident de travail dans les 24 heures au maximum, en essayant de décrire au maximum les conditions, le fait que l'aiguille soit creuse, comment était le patient, etc. Il faut que vous préleviez les sérologies VIH, VHC et VHB chez le sujet source et chez la personne qui s'est blessée.
c'est important de prélever les deux et il faut demander l'avis aux deux en fait. Ensuite, vous contactez le médecin du travail pour évaluer le risque de transmission et c'est lui qui va décider de la nécessité éventuellement de faire un traitement type trithérapie en urgence pour les cas où il y a eu une blessure avec un patient très à risque, par exemple un patient qui est connu pour avoir le VIH avec beaucoup de copies. On va prescrire à la personne qui s'est blessée une trithérapie standard pendant un mois pour limiter au maximum le risque de transmission du VIH.